Et bienvenue à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Un Français sur 7 ne parvient pas à se chauffer correctement. C'est ce que l'on appelle la précarité énergétique. Reportage dès le début de ce journal. Le leader gilet jaune blessé à l'œil place de la Bastille a-t-il, oui ou non, été touché par un tir de flashball? Une nouvelle vidéo et un rapport de police relancent la polémique. Et enfin, imaginez 300 concerts de musique classique en 4 jours. C'est fou, non? Eh bien, cela s'appelle la folle journée de Nantes et cela dure jusqu'à dimanche. 8h12, Vincent Herouet qui parlera de Donald Trump en guerre contre ses propres agences de renseignement. 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique. On parlera entre autres de la taxation des GAFA. Europe 1. Nous sommes fin janvier, il fait froid. Cela peut vous paraître comme tout à fait élémentaire d'avoir chaud chez soi. Eh bien, ce n'est pas le cas pour un foyer sur 7. C'est une étude de l'INSEE qui montre aussi que cette précarité énergétique touche particulièrement une région, celle du Grand Est. Là-bas, c'est un ménage sur 4 qui a du mal à se chauffer. Reportage de Pierre Herbulot à Messincourt dans les Ardennes. Un rideau est tendu devant la porte qui sépare la salle à manger du salon. La méthode qu'utilise Chantal, 70 ans, pour garder la chaleur dans la pièce à vivre, elle ne peut pas se chauffer correctement. J'avais le chauffage central, mais bon, j'en ai plus. Je suis veuve, j'ai perdu mon mari, ça fait 8 ans. Et puis, j'ai pas les moyens, quoi. Moi, j'ai 1000 € de retraite. J'ai des radiateurs en haut qui chauffent à l'électricité. L'électricité, bon, ça coûte, quoi. Ici, la plupart des ménages dépensent plus de 1650 € par an pour se chauffer. 30% de plus que dans le reste de la France, parce que les maisons y sont plus grandes, plus vieilles aussi, explique Michel Sabatier, le maire de Messincourt. C'est des maisons qui peuvent dater d'avant-guerre, d'après-guerre. On ne prévoyait pas effectivement beaucoup de normes au point de vue énergétique. Donc il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de double vitrage, qui n'ont pas d'isolation de toiture. Et donc il y a des déperditions importantes dans toutes ces maisons, quoi. Il existe pourtant des aides de l'État, comme l'isolation à 1 € pour les plus bas revenus. Des aides très méconnues qui permettraient pourtant à Chantal de combler les fissures qui lézardent ses murs. Messincourt, Pierre Herbulot, Europe 1. Peut-être de nouveaux éléments sur la disparition du footballeur Emiliano Sala. Oui, parce que des débris de son avion ont été retrouvés. Il y a 10 jours, l'appareil s'évanouissait au large de Guernesey. 5 jours plus tard, Josette, habitante de Surtainville dans le Cotentin, retrouvait sur la plage un fauteuil d'avion. Elle raconte au micro Europe 1 de Martin Fenot. J'ai vu un chose carré gris qui arrivait avec les vagues. C'était quand même assez gros. Pour moi, c'était un container, un bidon qui arrivait. Donc je vais le remonter, je vais le mettre à la poubelle. Et quand je lève, je vois une écriture derrière. C'était écrit en anglais arrière droit. Et j'ai dit, ça c'est un siège, il faut que je le remonte. Tout de suite, j'ai pensé à l'avion. Vous espérez que ça va avoir des conséquences, le fait d'avoir trouvé des restes comme ça, ces coussins? Je ne sais pas si ça peut avoir des conséquences, mais au moins les recherches sont reparties. Et puis ça nous touche, quoi. C'est un gamin, c'est un jeune, quoi. Voilà, ça fait mal. Josette a prévenu la gendarmerie maritime qui a transmis aux autorités britanniques. Des recherches sous-marines vont être lancées pour essayer de retrouver l'épave. Le leader gilet jaune blessé à l'œil samedi dernier à place de la Bastille a-t-il, oui ou non, été touché par un tir de flashball? Eh bien, depuis le début, le ministère de l'Intérieur assure que rien ne permet de démontrer l'usage d'un lanceur de balles de défense. Jérôme Rodriguez affirme, quant à lui, qu'il a perdu son œil à cause d'un flashball. Une nouvelle vidéo et un nouveau rapport de police relancent cette hypothèse. Pierre de Cossette. Il a tiré l'une des 18 balles de défense utilisées samedi par les forces de l'ordre place de la Bastille. Mais dans son premier rapport, ce policier d'une compagnie de sécurisation et d'intervention s'était, semble-t-il, trompé d'horaire, une demi-heure de décalage, qu'il a fini par rectifier dans une seconde note adressée avant-hier à sa hiérarchie. Dans ce document, le policier dit avoir tiré dans le créneau correspondant à la blessure de Jérôme Rodriguez, mais selon nos informations, il affirme qu'il visait quelqu'un d'autre. L'IGPN, la police des polices, essaye de tirer tout ça au clair en exploitant en particulier toutes les vidéos disponibles. Dans une séquence amateur diffusée par l'émission Quotidien, on peut par exemple voir un membre des forces de l'ordre faire usage de ce LBD, mais les images ne montrent pas s'il a touché quelqu'un. Place Beauvau, on se montrait toujours très prudent hier. Le rapport du policier ne permet pas de connaître la nature du projectile qui a atteint l'œil de Jérôme Rodriguez. S'agit-il d'une balle en caoutchouc de LBD ou d'un éclat de la grenade de désencerclement qui a explosé à ses pieds juste avant qu'il s'écroule au sol? L'intérieur se garde aujourd'hui de tout pronostic. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
La loi anti-casseurs actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté cette nuit la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifestations. Il sera assorti d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Une information Europe 1 maintenant avec le prélèvement à la source qui constituerait une aubaine pour certaines entreprises. Oui, nous sommes posé la question, une fois l'impôt prélevé, est-il immédiatement reversé à l'État ? Ou bien cet argent peut-il rester pendant un certain temps dans les comptes de l'entreprise ? Olivier Samin, vous avez la réponse, l'État va le récupérer, mais pas tout de suite. Effectivement, il va se passer 1 à 3 semaines pendant lesquelles le montant de l'impôt va rester dans les caisses de l'entreprise. C'est en effet entre le 11 et le 25 du mois suivant que la Direction générale des finances publiques va effectuer son prélèvement. Entre le 11 et le 25 février, par exemple, pour l'impôt que votre employeur a retenu à la source sur votre bulletin de paye de janvier. Multiplié par 10, 100 ou 1000 salariés, on voit tout de suite ce que ça peut représenter pour une entreprise dont la trésorerie est tendue. Benoît Capitan dirige MC2I Group. Il accompagne les entreprises dans le déploiement du prélèvement à la source. Pour certaines PME, dit-il, c'est du pain béni. Ça peut être un recours de trésorerie intéressant pour les entreprises qui peuvent utiliser ce décalage de trésorerie si elles rencontrent des difficultés. Par exemple, si un client tarde à régler des factures, c'est vrai que pour des petites entreprises, ça peut être intéressant d'avoir ce décalage de trésorerie de quelques semaines. Alors le but de la réforme n'était pas celui-là, mais commentaire entendu hier soir à Bercy, après tout, si ça peut calmer les critiques de beaucoup de patrons contre la charge indue du prélèvement à la source, c'est toujours ça de prix. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Merci Olivier. Les retraités prennent à nouveau la rue aujourd'hui. Ils manifesteront partout en France pour dénoncer, je cite, les attaques du gouvernement contre leur pouvoir d'achat. Ils réclament l'annulation de la hausse de la CSG pour l'ensemble des retraités ainsi que la revalorisation des pensions. La suite du journal avec David Doucan, verdict attendu aujourd'hui dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres. Oui, je vous rappelle que 2 policiers sont accusés d'avoir violé une touriste canadienne en 2014. L'avocat général a requis 7 ans de prison. Ce matin, les 2 hommes auront une dernière fois la parole avant que la cour et les jurés partent délibérer. Et ce ne sera pas facile de décider, loin de là. Chloé Triomphe. C'est finalement assez rare les procès dans lesquels la question cruciale de l'innocence ou de la culpabilité des accusés reste en balance jusqu'au terme des débats. Et dans cette affaire où il est question d'un viol en réunion dans le huis clos des bureaux de la BRI, c'est d'abord sur les dénonciations de la plaignante que se fonde l'accusation. Ce récit, justement, Émilie Spanton l'a énoncé le soir même en disant en français « Ils ont voulu du sexe avec moi que je ne voulais pas ». Elle a parlé de 4, puis de 3, puis finalement de 2 hommes assis aujourd'hui à la place des accusés et a décrit un scénario d'une incroyable violence, un scénario aux détails fluctuants, imprécis de l'aveu même de l'avocat général, un mensonge, répondra la défense, et chacune des 2 parties a développé des raisonnements totalement irréconciliables à partir des mêmes éléments du dossier, des vidéos, des témoignages, des échanges téléphoniques, des expertises ADN. Chacun a tenté de reconstituer cette scène. Comment trancher après tout cela ? Après un réquisitoire brillant et implacable et des plaidoiries proférées avec les tripes et le supplément d'âme, dira Maître Chapira, que l'on a quand on défend un innocent. Ce sera tout à l'heure la lourde tâche de la cour et des jurys. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. À Bastia, le forcené a fini par se suicider. Il s'agit d'un sexagénaire qui avait ouvert le feu dans la rue hier après-midi. Il avait tué une personne, en avait blessé 5 autres. Les policiers du raid l'ont retrouvé mort vers minuit dans l'immeuble où il habitait et où il s'était retranché. Sans aucune transition, on va parler de la folle journée de Nantes. Oui, le plus grand festival de musique classique en France qui a commencé hier. Pas moins de 300 concerts programmés d'ici dimanche à Nantes. Particularité, des prix abordables et des représentations qui doivent toutes durer moins d'1 heure. Le thème, cette année, c'est le voyage. Reportage sur place signé Thierry Geffrotti. Mozart, génie de la musique, évidemment, et grand voyageur. Mozart, interprété hier par le pianiste Jean-Claude Pentier, qui a lui aussi beaucoup voyagé en 50 ans de carrière. Les avions, les hôtels, les taxis, il connaît le revers de la médaille d'une vie d'artiste. Souvent, si je dis je suis allé dans tel endroit, ah, donc vous avez vu ceci, cela. J'ai vu ma chambre d'hôtel, j'ai vu la salle de concert.
Autre voyageur, Félicien Bru. Lui est accordéoniste et il ne se sépare jamais de son instrument qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et quand il prend l'avion, son accordéon ne va pas en soute. Il va sur le siège à côté de moi, mais il faut payer un deuxième billet. Près de 2000 artistes vont se produire cette année à la Folle Journée. Certains, comme les musiciens de l'orchestre de l'Oural, vont rester plusieurs jours à Nantes, largement le temps de défaire les valises. Thierry Geffrotin du service culture. Il faut payer un siège pour mettre l'accordéon. Sans doute, oui. Il a coûté cher ces voyages. Le voyage coûte plus cher que le concert, quoi. Bravo en tout cas, excellente initiative. Un mot de foot. Oui, nous connaissons maintenant les deux finalistes de la Coupe de la Ligue. Strasbourg rejoint Guingamp en finale après avoir battu hier soir Bordeaux 3-2.